et il sera déployé en utilisant le modèle Streamlit qui va nous permettre de pouvoir accéder à l'algorithme de partout où nous sommes, qui va nous permettre également de collecter plus de données, qui va nous permettre d'avoir des prédictions en temps réel également. Alors, prenons donc la première partie qui est le data preprocessing. Donc, concernant le data preprocessing, nous avons appliqué un ensemble pour pouvoir nettoyer nos données. Nous avons appliqué du encoding parce que certaines de nos colonnes étaient des données catégoricielles et étant donné qu'on ne peut pas envoyer directement cela dans nos algorithmes, nous avons appliqué du one-word encoding qui nous permet de transformer ces données catégoricielles en données numériques. Et également les colonnes, étant donné que nous avons des colonnes comme Blue Donor, Suspect Blue Donor et ainsi de suite, nous avons utilisé du label encoding pour pouvoir encoder cela et avoir des données numériques. Nos données avaient également des données manquantes et pouvoir dealer avec cela. Nous avons utilisé plusieurs techniques et les résultats que nous avons obtenus avec la technique qu'on appelle TrimMeet étaient plus abordables comparé à d'autres techniques comme imputées par le mean, la médiane, et ainsi de suite, toutes ces méthodes-là. Et nous avons également appliqué du scaling sur nos données en utilisant la méthode standard scale de la librairie scikit-learn. Et après cela, étant donné que les données étaient un peu en balance, nous avons utilisé plusieurs méthodes de balancing pour pouvoir balancer. Et il est parvenu à la fin que la méthode SMOT était la meilleure en fait parmi toutes ces méthodes-là. Et concernant les algorithmes que nous avons utilisés, nous avons 6. Et la première algorithme, c'est du cat boost, categorical boosting. Nous avons également du extreme gradient boosting, de l'IGBM, Gaussian Light Bias, Extractive Classifier et Random Forest. Donc, ce sont ces 6 algorithmes-là que nous avons utilisés avec nos données au départ. Et à la fin de l'évaluation, il est question pour nous de voir quel est le meilleur algorithme parmi tous ces 6 algorithmes-là après avoir optimisé. OK. Donc, la méthode d'optimisation que nous avons utilisée ici s'appelle Optuna. Optuna, c'est quoi? C'est une méthode d'optimisation qui permet de trouver les hyperparamètres de chacun des modèles que nous avons. Et cette méthode-là est beaucoup utilisée aujourd'hui dans le domaine du machine learning pour trouver les hyperparamètres des différents algorithmes que vous utilisez. Et pourquoi est-ce que nous avons voulu utiliser Optuna? C'est parce que Optuna utilise une méthode qu'on appelle du pruning technique qui permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir arrêter les essais qui ne sont pas vraiment qui ne produisent pas de bons résultats. Donc, le but d'avoir Optuna, c'est que vous lui donnez un range de valeurs pour les différents hyperparamètres que vous voulez optimiser. Et il va se charger de pouvoir tester tous ces ranges-là, tous ces hyperparamètres-là, et vous redonner à la fin le meilleur, en fait. Et il le fait de façon, c'est vraiment très rapide. Et à chaque fois qu'il travaille, au fur et à mesure qu'il avance et qu'il voit qu'il y a un ensemble d'hyperparamètres qui ne fonctionnent pas vraiment, il arrête le processus d'entraînement. Et parce qu'il nous permet de pouvoir utiliser le distributed en parallel computing. Donc, on peut distribuer nos tâches en plusieurs et travailler parallèlement, après combiner les résultats. Il est aussi très facile à pouvoir intégrer pour la majorité des algorithmes de machine learning que nous avons aujourd'hui. Euh, il consomme moins d'énergie également. Et nous avons une très grande communauté de développement. Donc, si vous travaillez sur un projet vous pouvez et que vous êtes buté, vous avez des erreurs, c'est toujours très facile de pouvoir rejoindre la communauté et poser vos questions et pouvoir. Alors, la deuxième partie concerne le déploiement du modèle. Et pour ce faire, nous avons utilisé le framework Streamlit. Pourquoi est-ce que nous l'avons utilisé? Parce que c'est un framework déjà qui est open source. Donc, ouais, tout le monde peut l'utiliser. Et aujourd'hui, il est beaucoup utilisé pour des projets de machine learning, de data science, pour pouvoir vraiment montrer au end user comment est-ce que votre algorithme fonctionne. Parce que généralement, on conçoit des algorithmes, mais ils restent dans nos machines. On ne donne pas la possibilité à d'autres personnes de pouvoir vraiment tester ce que nous avons fait et pouvoir juger en fait l'efficacité de la progression de nos travaux. Donc avec Streamlit, c'est bien possible de pouvoir déployer vos modèles. Et pourquoi nous avons utilisé Streamlit? Parce que c'est vraiment très facile à utiliser. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience en web development pour pouvoir l'utiliser. Et il nous permet également de collecter des données et, ouais, et d'avoir aussi des prédictions en temps réel en fait.
Alors, nous allons donc passer maintenant à la partie résultats. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est pouvoir utiliser entraîner nos algorithmes sans optimal. Donc, nous n'avons pas optimisé les algorithmes. Donc, en faisant cela et en regardant différentes métriques comme l'accuracy, la précision, le recall ou alors le F1 score, qui sont des métriques très utilisées aujourd'hui pour pouvoir mesurer les performances des algorithmes. Sur les 6 algorithmes que nous avons développés, nous nous rendons compte que l'algorithme 4Boost a pu euh, donner de très bonnes précisions, de très bons résultats, que ce soit du côté de l'accuracy, du recall ou alors du F1 score, comme vous pouvez le remarquer. Mais nous avons aussi l'algorithme Gaussian Light Bias qui a donné une très bonne précision. Alors, nous avons donc décidé de pouvoir optimiser cet algorithme-là et voir si, avec le framework Optuna, on pouvait obtenir des résultats meilleurs, en fait. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, c'est vrai. Vous allez voir que, il y a une très grande différence quand vous quittez de cette figure-ci à celle-ci. Et ouais, et dans ce cas exactement, on peut se rendre compte que ce n'est plus l'algorithme 4 boost après optimisation qui est le meilleur algorithme. Là, on a plutôt l'algorithme qu'on appelle XGBoost, Extreme Gradient Boosting, qui a pu outperform tous les autres algorithmes sur toutes les métriques, carrément, et avec un très bon score, parce que là, au départ, on avait presque 90-24 sans optimisation, mais là, quand vous regardez, là, on est à 94-31 pratiquement. Et même chose pour la précision, le recall, le F1 score, qui sont carrément différents là. OK. Donc, en obtenant ces résultats, nous avons donc décidé de travailler avec l'algorithme XGBoost, car vous pouvez le remarquer, il a des performances supérieures à d'autres. Donc, nous avons donc utilisé cet algorithme-là et avec le pourcentage de données que nous avons stockées au départ pour pouvoir tester l'algorithme après, nous avons dresser cette matrice de confusion qui nous permet de voir que sur les 96, les 96 patients qui étaient effectivement des donneurs, l'algorithme a pu détecter, classifier 84, 95 qui étaient effectivement des donneurs et il a juste raté, on va dire ça comme ça, un et il l'a attribué à hépatite. Nous pouvons faire d'autres remarques, par exemple sur les 9 patients qui avaient du virus d'hépatite de premier niveau, il y a 7 qui ont été bien classifiés, il y a 2 qui ont été mal classifiés. Même remarque pour dernière étape d'évolution du virus, qui est de cirrhosis. Il y avait 9 patients qui avaient été normalement classifiés ayant cette étape-ci, cirrhosis, mais l'algorithme a pu détecter 7 parmi les 9, ce qui n'est pas déjà mal. C'est déjà un début et avec plusieurs autres étapes d'optimisation pour obtenir presque 100% en fait. OK. Donc, ça, c'est un peu à quoi ressemble l'application. Là, c'est juste de screenshot. À la fin de la présentation, je vais vous montrer un peu comment est-ce que à quoi est-ce qu'elle ressemble exactement sur une page web. Donc, en utilisant l'algorithme XGBoost que nous avons vu qu'il était tellement meilleur comparé à d'autres, nous avons donc utilisé Streamlit et cette application web a été déployée. Et là, vous pouvez voir que nous avons plusieurs champs. Les différents champs représentent les différentes features de nos bases de données, que ce soit l'âge du patient, le sexe du patient ou alors les différents paramètres que le médecin va récolter sur le patient, que ce soit l'albumine, le cholestérol, la protéine et tout ça. Donc, en entrant dans les différentes valeurs sur l'application web et en cliquant sur un bouton Hepatitis C Test Result, vous allez obtenir directement la prédiction du modèle qui se base sur l'algorithme XGBoost. Alors, en conclusion de ces travaux, nous avons donc étudié plusieurs modèles de machine learning comme du CatBoost, du XGBoost, de Live Gradient Boosting Machine, du Gaussian AI Bias, de Static Classifier ou de Random Forest. Et nous avons utilisé framework Optuna pour pouvoir optimiser et pouvoir trouver les meilleurs paramètres de chacun de ces algorithmes-là
afin de pouvoir prédire les différentes étapes d'évolution du virus d'hépatite C. Et nous nous sommes rendus compte que sur toutes les différentes métriques que nous avons utilisées, que ce soit l'accuracy, de précision du recall ou du F1 score, l'algorithme XGBoost était capable de pouvoir dévancer tous les autres algorithmes. Et du coup, nous avons donc déployé ce modèle-là en utilisant Streamlit, ce qui va permettre de pouvoir tester l'application un peu facilement et avoir des retours des différents utilisateurs. Et ce que nous prévoyons de faire plus tard, c'est de pouvoir euh, augmenter la base de données. Vous avez déjà vu que le framework Streamlit nous permet de collecter plus de données, donc en entrant les différents paramètres que vous avez du patient. Et ces paramètres-là seront stockés dans une base de données en arrière-plan qui pourra être utilisée dans le futur pour pouvoir augmenter les performances du modèle parce que la base de données que nous avons utilisée actuellement, elle contient que 615 patients. Et pour avoir une meilleure précision, il est important de pouvoir augmenter cette base de données-là. Et ouais, ça permettra de faire le job. Donc, nous comptons augmenter la base de données et également voir s'il y a d'autres paramètres reliés au virus d'hépatite C qui peuvent être augmentés également pour pouvoir améliorer encore plus la précision du modèle. Okay? Donc là, c'est quelques liens importants. Nous avons là le lien du papier qui a été publié sur Springer. Donc, si vous cliquez, je pense qu'à la fin, on pourra partager la présentation. Si vous cliquez sur ce lien, il va vous amener directement sur la page de Springer. Vous pouvez voir l'article. Bon, je pense que cette page-ci, elle est payante, oui. Mais il y a également une version qui est gratuite là sur la page ResearchGate. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir l'article, vous pouvez lire et avoir plus d'informations concernant le travail. Et ouais, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Là également, là, c'est le lien vers le code de GitHub. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de qui est. Ouais, là, c'est, je pense que vous voyez toujours mon écran. Là, c'est le lien vers la page GitHub où vous avez le code source avec les données qui ont été utilisées, le lien vers l'application, le lien vers le papier, comme vous pouvez le voir. OK. Également, vous avez le lien vers l'application web. Je vous présentais tout à l'heure l'application web. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et pouvoir la tester, voir également effectivement comment est-ce qu'elle marche. Donc, j'ai cliqué sur le lien. OK. D'accord. Donc, voici l'application web, comme je vous expliquais. Donc, vous avez les différents paramètres que le médecin va prendre sur le patient. Vous avez son âge. Vous devez renseigner l'âge en année. Donc, vous entrez juste, je sais pas trop, un âge là. Et vous avez choisi, par exemple, le sexe du patient, que ce soit une femme ou alors un homme. Si c'est une femme, vous pouvez juste mettre F. Si c'est un homme, vous pouvez mettre M. Vous allez entrer le paramètre d'albumeur. Ce sont des valeurs numériques. Vous allez entrer ces différentes valeurs-là. Et vous allez cliquer sur ce bouton-ci pour avoir le résultat de la prédiction du modèle en fait. OK? Et ouais, également là, c'est un lien. C'est mon lien vers ma page LinkedIn pour ceux qui veulent se connecter. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et ouais, on pourra se connecter. Et s'il y a des projets allant dans ce sens-là ou d'autres projets concernant du machine learning que vous avez besoin de ma collaboration, on pourra collaborer dessus en fait. OK. Donc, je pense que j'ai fini avec la présentation. S'il y a des questions, on pourra les prendre et ouais, apporter des éléments de réponse. Merci. Merci beaucoup, Riel. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Des questions? Allô? Est-ce que la personne peut se rapprocher du... Parce que je ne suis pas bien.
Un instant, Uriel, il est en train de venir. Ok, ok. Vas-y. Je parle au micro. Oui, oui, oui. Ok. Je voulais demander si 650 patients, c'était pas un peu trop, on va dire, pas assez pour un modèle de machine learning. Mais vous avez répondu, vous avez dit que voilà, dans le futur, vous aurez besoin de plus de données. Après, est-ce que apporter plus de données va forcément apporter plus de précision? Ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que voilà, apporter un peu plus de données à 650, ça va faire quelque chose. Après, ma deuxième question, c'est sur le tableau des performances. On a vu l'accuracy, la précision et tout, mais vous n'avez pas précisé le test, s'il est sur le test 7 ou bien sur le train 7. Est-ce que c'est les mêmes performances sur le test 7? Donc, si on peut avoir une petite précision sur ça. Merci. Ok, ok. Merci pour la question déjà. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, dans le temps de jeu, je vous ai dit, on a travaillé avec 615 patients. Ça, c'est vrai que c'est déjà petit. Et ouais, et vous avez déjà vu ces résultats que nous avons obtenus. Après, on ne dit pas, c'est pas si je vais dire, déjà tirer une conclusion de dire que si on augmente des données, peut-être on n'aura pas plus que ça. Mais c'est déjà très important d'avoir plus de données. Ça permet de toucher une très grande euh, panoplie d'individus qui ont des caractéristiques différentes, donc c'est toujours important. Et également, concernant cette question sur les performances, ce sont les performances sur le test. Euh, oui, après avoir entraîné le modèle, comme nous avons dit ici dans notre framework, pour pouvoir évaluer le modèle, nous évaluons le modèle uniquement avec la partie de testing que nous avons réservée au départ. Nous n'utilisons pas, ces résultats ne sont pas sur les données d'entraînement en fait. Ouais. Parce que nous voulions être sûrs en fait que l'algorithme a bel et bien pu pouvoir généraliser et trouver les différentes caractéristiques sur chacun des patients. Donc ces résultats sont sur les données de test. Pour faire simple. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, il est satisfait de la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Questions? Verlon, est-ce qu'en ligne de ton côté, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il n'y a pas de... Non, mais moi j'ai deux questions. Je ne sais pas si je peux les poser. Ok, ok, Alors, ok. Ok, là... En tout cas, je tenais d'abord à remercier, à féliciter Uriel pour sa brillante présentation. La première question est celle-ci. Comment cette étude peut-elle contribuer à l'amélioration du diagnostic et du traitement de l'hépatite C? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, quelles pourraient être les raisons pour lesquelles l'algorithme XGBoost a surpassé les autres algorithmes? Ok, on va donc prendre la première question. C'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser, si tu peux bien répéter. Comment est-ce que cette étude peut-elle contribuer à l'amélioration du diagnostic et du traitement Ok, de l'hépatite C? d'accord. Ok. Donc, dans le temps de jeu, je vous ai présenté en fait les différentes statistiques autour du virus d'hépatite C qui sont vraiment alarmantes. Et étant donné que les méthodes traditionnelles qu'on utilise d'habitude, c'est qu'il faut passer par un ensemble de tests, il faut voir un spécialiste qui va pouvoir étudier ces tests-là et vous dire, OK, vous avez telle étape d'évolution du virus et voici ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Et toutes ces étapes-là, elles prennent du temps, en fait. OK? Alors que en assistant ces médecins-là avec ces outils, on ne dit pas que ces outils-ci viennent totalement éliminer les médecins. Ils seront toujours en arrière-plan pour pouvoir donner le dernier mot. Donc, en utilisant ces outils-ci, avec juste un clic, en entrant les différents paramètres qui ont été recordés sur le patient, on n'a pas besoin de faire d'autres tests approfondis pour pouvoir détecter et dire que ce patient a telle évolution du virus. Avec juste les données qui ont été récupérées sur le patient, vous avez le résultat euh, d'évolution du virus du patient qui peut être confirmé par le médecin. Donc, on n'aura plus besoin de dépenser énormément d'argent pour faire tous les différents tests qu'on avait l'habitude de faire pour pouvoir détecter ce virus-là, de un. Et
On sait que les spécialistes pour le faire, on n'en a pas tellement, ça c'est quelque chose qui est clair. Ça, c'est de deux. Donc, avec ces outils, avec juste un certain nombre limité de spécialistes, on peut avoir le même résultat, a priori. Ouais. Et la deuxième question était concernant, si tu peux me rappeler cela, Ok, pourquoi est-ce que XG Boost a pu outperform les autres, c'est ça? oui, oui, c'est bien ça, oui. Voilà. Alors, il faut savoir que ces algorithmes-là ont différents, ce qu'on appelle des hyperparamètres. Donc, chacun des algorithmes a ses hyperparamètres, en fait. Donc, en donnant donc à l'algorithme Optuna, au framework Optuna, un ensemble de panoplies de ces valeurs-là, il est très capable de pouvoir trouver les meilleures valeurs de chacun des hyperparamètres qui sont différents dépendamment des algorithmes. Donc, étant donné que les algorithmes n'ont pas les mêmes hyperparamètres, c'est tout à fait peut-être normal qu'il, après avoir optimisation, il n'ait pas les mêmes performances parce que nous avons vu au départ que sans optimiser, par exemple, l'algorithme 4 boost, il était pratiquement le meilleur pour les autres. OK? Ça, c'est avec les paramètres par défaut que l'algorithme a été conçu avec. Mais en utilisant d'autres algorithmes, étant donné qu'ils ont des hyperparamètres un peu plus qui vont permettre une évaluation un peu plus approfondie des données qui est différente de chacun des autres. Ces hyperparamètres-là vont donc contribuer à ce que cet algorithme soit plus meilleur comparé à d'autres. Donc, le, le, le clic ici, là, ce sont les hyperparamètres de ces algorithmes-là qui sont différents d'un à l'autre. Merci beaucoup. OK. Ok, il y a une autre question aussi. OK. Bon, chez moi, j'aimerais d'abord commencer par une remarque. De mon côté, en tant que participant, j'aurais voulu peut-être qu'à notre disposition, qu'on ait qu'à travers ce document, on pouvait peut-être suivre votre projection, donc votre présentation. Et là, sur ce point, de mon côté, je suis totalement perdu de voir directement ce que vous présentez. Et là, on voit des données, si on peut appeler ça comme ça, et de quelle manière cela a été collecté et quelle méthode avez-vous adopté. Merci. OK, concernant la collecte des données, ces données sont des données open source. Donc, ce sont des données d'un hôpital. Je crois que l'hôpital se trouve aux États-Unis. Donc, à collecter les données de moi-même. Ce sont des données qui sont open source et ces données sont utilisées dans de nombreuses recherches aujourd'hui. Donc, si vous voulez le lien des données, je pense que je n'ai pas mis ça, mais le lien des données est dans l'article. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint sera partagé aux participants. Donc, ils pourront avoir accès aux différents liens que j'ai mis à la dernière page qui contient le lien de l'article, etc. Donc là, dans l'article, je parle des données, comment est-ce qu'elles ont été collectées par les cliniciens. Et vous pouvez avoir les données en format CSV. Donc, vous pouvez télécharger les données, vous allez voir exactement de quoi est-ce qu'il en est. Ouais, donc c'est un peu ça. Les données n'ont pas été collectées par moi, ce sont des données qui ont été collectées par des cliniciens d'autres hôpitaux. Ouais, c'est open source en fait, donc tout le monde peut les utiliser. Merci beaucoup, Uriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vers là en ligne, est-ce qu'il y a des questions en ligne du côté? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de questions. Ok, ben, Uriel a encore 7 minutes environ, en disant 5 devant lui. On te laisse la parole, Uriel, pour nous dire quelque chose d'autre concernant peut-être l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les projets sur lesquels tu travailles, comment ils s'appliquent, est-ce qu'ils peuvent être appliqués dans le contexte africain en général. Par africain ici, je vais être un peu égoïste, je parle d'Afrique centrale, Mhm. spécialement des pays comme le Congo, Brazzaville. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être copié, qu'est-ce qui peut être dupliqué
ce qui se fait déjà au Canada où tu te trouves. Ok, ok. Donc, si on veut donc parler de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, il faut déjà noter que la cybersécurité, c'est un domaine qui est très vaste, que ce soit du côté de l'intrusion detection system, des systèmes de détection des intrusions, que ça qu'il y ait des attaques ou pas. Donc, l'IA peut être utilisée, par exemple, dans le Nous savons que les, les, les hackers sont chaque jour en train de développer de nouvelles technologies pour pouvoir attaquer, que ce soit des entreprises ou alors des particuliers, à travers des systèmes comme des hameçonnages ou ainsi de suite. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent très bien évidemment être utilisés, que ce soit dans le contexte africain ou pas permettre à ces entreprises ou à des particuliers qui ont leur business, parce que ce sont beaucoup plus de business qui sont visés, de pouvoir se protéger de ces attaques-là en collectant par exemple des données sur des données de log, par exemple sur les différentes étapes que parce que par exemple, certains de nos logiciels que nous installons chaque jour, souvent nous avons l'habitude de cliquer juste sur Next, Next, Next en installant. Mais parfois, ces logiciels-là peuvent contenir des malwares qui sont cachés à l'intérieur. Et à chaque fois que vous exécutez ces logiciels-là, il y a comme une trace qui est gardée dans les systèmes de log. Les systèmes de log, c'est chaque fois que vous faites quelque chose, la machine garde toutes les traces des différentes opérations que vous avez faites. Donc, en utilisant donc ces logs-là, qui sont des étapes que vous avez effectuées sur votre machine, nous pouvons utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir détecter si, après avoir exécuté, par exemple, le logiciel, il n'y a pas eu un autre ou alors un autre code qui a été exécuté, par exemple, pour aller ouvrir votre navigateur. Souvent, on a l'habitude de sauvegarder nos mots de passe sur Google sans vraiment savoir ce que ça renvoie en fait. Donc, il y a souvent ces petits malwares qui sont cachés souvent derrière ce logiciel-là, qu'à chaque fois que vous les exécutez, ils partent ouvrir votre navigateur. Et si vous avez stocké, par exemple, des mots de passe ou n'importe quoi dans votre navigateur, ils sont capables de pouvoir télécharger la liste des différents sites web avec le mot de passe que vous utilisez, les comptes utilisateurs, tout cela, et pouvoir les utiliser même à votre insu, se connecter à vos plateformes et pouvoir, si par exemple vous avez vos données bancaires qui sont cachées là, vous allez vous lever un jour et voir que vos fichiers, votre compte bancaire a été totalement vidé, ainsi de suite. Donc, les systèmes d'IA sont vraiment utilisés pour résoudre ces problèmes-là également, de détection d'attaques, de virus, parce que c'est vraiment très récurrent. Pas seulement les grandes entreprises en payent les frais, même les petites entreprises. Et ouais, il y a donc ces logiciels-là qui sont cachés et que on n'a pas vraiment. C'est vrai qu'on a des antivirus qui peuvent vraiment, qui ont souvent cette possibilité-là de pouvoir détecter ces malwares, mais il y a d'autres qui sont vraiment très poussés. Et c'est pourquoi souvent on fait appel à ce qu'on appelle du threat hunting. Donc, parce que d'habitude, on fait du threat detection, donc on détecte les virus. Mais là, on fait du threat hunting. Le threat hunting, c'est en fait pouvoir détecter ces virus-là qui ont échappé à ces logiciels de détection de virus, ces logiciels d'antivirus que nous utilisons chaque jour. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Chaque jour, les entreprises développent des outils pour pouvoir faire face à cela. Mais chaque jour également, les, euh, les hackers continuent de développer, d'améliorer leur performance euh, d'intrusion dans les systèmes, pouvoir récupérer des données sensibles, les utiliser comme ils veulent de façon illégale en fait. Donc, ouais. Et en Afrique, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin, que ce soit pour protéger nos entreprises locales ou alors pour protéger nos données, parce que les données personnelles sont des données qui sont très importantes et elles doivent être utilisées par des personnes qui n'ont pas vraiment le droit de les utiliser sans consentement de la personne qui les a. Donc, ouais, c'est vraiment très important.
Merci beaucoup, Uriel, et merci pour cette excellente présentation. On va applaudir pour lui. Est-ce que Dr. Smaïl est déjà là? Dr. Sek?